j'ai beaucoup de chance cette année de pouvoir un peu voyager dans le pays. Moi, je suis bourguignon d'origine, Morvandiau même, je suis d'une région très rurale aussi, originaire d'une région rurale, qui a une tradition aussi de défense de la démocratie par l'expérience de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai pu aller en Bretagne, bon, j'ai présenté mon livre en Espagne aussi, et donc je fais des signatures comme ça, et je parle beaucoup avec les gens qui forment cette démocratie, qui se sent un petit peu à l'abandon. Podemos, c'est une volonté de réconcilier les Espagnols avec la démocratie. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, c'est un phénomène espagnol, il a des particularités espagnoles. Pablo Iglesias, donc son leader historique, à côté de qui j'ai eu la chance de poser, pas loin de Notre-Dame, quand il est venu en septembre faire sa campagne électorale pour les élections législatives auprès des Espagnols expatriés, le dit aussi. Je commence un petit peu ma conclusion par ça. C'est le produit, voilà, d'une audace et d'une... Alors, qui peut être la nôtre aussi, c'est ça que on essaiera de voir en deuxième partie, mais aussi le produit d'une spécificité tout à fait espagnole. Alors donc moi je fréquente l'Espagne pour des raisons personnelles, parce que j'aime le flamenco aussi, la corrida, c'est un sujet plus polémique, parce qui est en train de mourir d'elle-même, on pourra en reparler peut-être en troisième mi-temps, si vous le souhaitez. Et parce que je suis aussi, dans le cadre de mon travail, en charge de la valorisation d'archives. Je travaille aux archives nationales dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté européenne. Donc c'est vrai que moi, j'ai voulu un petit peu, dans l'introduction de mon livre, dire que ce qui m'intéressait, c'était d'ouvrir un débat effectivement éminemment européen. Alors Podemos, ce sont quelques figures médiatiques, pour prendre un petit peu depuis le début et voir un petit peu quels sont les principaux caractères. Il y a bien sûr Pablo Iglesias, cet homme à la queue de cheval, qui a fait figurer sa queue de cheval justement sur des bulletins électoraux, les bulletins de vote des élections européennes de 2014. Donc il y a dans Podemos, c'est un aspect à développer, sur lequel il faut insister, la volonté de jouer le jeu des institutions. Donc je vous dirai d'où ça vient, ce qui n'est pas le cas donc, de tous les mouvements alternatifs et de tout ce qu'on observe aujourd'hui. Je fais mon histoire, je m'empresse de le dire bien sûr, un petit peu d'une manière bienveillante, parce que Podemos amène un petit peu de fraîcheur et de déprofessionnalisation de la vie politique, quelque chose qui nous intéresse. Je le fais d'une manière impartiale, parce que je vois ça un petit peu... avec bienveillance, mais avec ma critique d'historien. Je crois que quand on referme son livre, on ne sait pas ce que je pense de Podemos. Bon, là, vous le saurez peut-être un peu plus, parce qu'on va dialoguer entre nous. Mais l'histoire est partielle aussi, puisque donc c'est une histoire qui est en train de se faire. Donc, comme le disait une historienne, je parlais de la résistance tout à l'heure, Lucie Aubrac, elle disait que c'est bien difficile d'écrire l'histoire de la résistance quand on le lui demandait en 1950, parce que l'histoire n'était pas finie, les effets des conquêtes de cette résistance, de ces acquis sociaux de 1944 n'étaient pas terminés. Donc, j'ai écrit sur une histoire qui est en train de se faire. C'est une tentative d'histoire du temps présent. Et c'est peut-être la thèse que je n'ai jamais faite comme historien, parce que j'ai été moi, professeur d'histoire-géographie pendant 20 ans, avant de passer donc, au département des publics des archives nationales, où je mets en place donc, des projets éducatifs interculturels pour enseigner dans le cadre de l'espagnol et des cours d'histoire aussi, l'histoire de l'Europe aux élèves. Dès 2012, en fait, j'ai été amené à rencontrer des enseignants du campus de Somosaguas, qui est le campus des sciences politiques de l'Université Complutense de Madrid. Le noyau dirigeant de Podemos, ce sont quelques universitaires. C'est une première différence, un premier point notable, une différence avec la manière dont se fait aussi la politique chez nous. Ce sont des politologues, des profs d'université, des profs de sciences politiques qui ont pris l'initiative. Et donc j'ai pu avoir très tôt le contact avec, non pas avec eux directement, mais avec des professeurs de leur campus qui m'ont parlé un petit peu de ce qui était en train de se tramer, de ces universitaires qui étaient en train de descendre dans l'arène, pour garder une image espagnole, dans l'arène politique en l'occurrence. On connaît Pablo Iglesias donc, le plus ambitieux, dit-on, des dirigeants de Podemos. Là, il y a une ambition politique, c'est vrai, là qui peut déjà interroger certains militants, certains amateurs d'horizontalité dans la démocratie, d'anonymat aussi.
Il y a un numéro 2 qui est Íñigo Errejón, qui est l'un de ses amis, un de ses élèves aussi. Ils ont 6 ans de différence entre les deux. Hein. Pablo Iglesias, il est de 78, Errejón, il est de 1982-83. Tous ces gens-là sont des gens très jeunes, hein, ont à peine la quarantaine. Un numéro 3 qui est un petit peu plus âgé, qui s'appelle Juan Carlos Monedero, qui est le plus radical, Íñigo Errejón étant le plus intelligent. C'est la presse espagnole, hein, qui les présente comme ça, mais je garde un petit peu cette approche grand public pour ensuite descendre un petit peu au cœur du logiciel Podemos. Pas beaucoup de femmes. Une femme, Carolina Vescanza, c'est cette femme qui est entrée au Congrès des députés avec son bébé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc ce geste devant symboliser pour Podemos l'irruption plébéienne. C'est-à-dire que Podemos donc, se réclame d'un corpus idéologique qui va pouvoir être mis en œuvre, qui va pouvoir trouver une traduction politique dans l'instant historique que traverse l'Espagne, qui est bien sûr celui de la crise économique terrible qu'elle connaît depuis 2008, qui a des effets sociaux sans commune mesure avec ceux que nous vivons, nous, pour la majorité. Je ne dis pas pour tout le monde. Doublé, donc, ce contexte de la crise économique et d'une atmosphère de corruption aussi dans la classe politique espagnole, qui est aussi à des années-lumière de ce que nous connaissons. Podemos alors, est apparu comme cela. Souvent, je tiens à faire ce préambule parce que souvent on l'associe au mouvement des indignés, bien sûr. Hein. On dit Podemos né du mouvement des indignés. Podemos n'est pas né directement, n'est pas la traduction politique directe du mouvement des indignés. C'est une réponse proposée par un groupe d'universitaires engagés. Ce campus de Somosaguas, c'est le nom du quartier, c'est le campus le plus radical d'Espagne, le plus à gauche d'Espagne. Bon, les campus universitaires, tous les campus universitaires sont des centres de réflexion, notamment pour ceux qui veulent penser à une autre société. Ce campus, il a depuis une dizaine d'années maintenant, il a pour objectif de faire sortir la gauche radicale de sa marginalité. Quelle est l'obsession de Pablo Iglesias, de Íñigo Errejón, de Juan Carlos Monedero, de Carolina Vescanza, donc qui symbolise à eux seuls cette irruption du peuple sur la scène politique, c'est de redonner des couleurs à une gauche radicale des marges, au-delà du Parti communiste qui a été marginalisé par la vie politique, donc marginalisé par ce qu'ils appellent, ou dans ce qu'ils appellent le sens commun, c'est-à-dire l'imaginaire politique commun aux Espagnols et des Européens. C'est de là qu'on a un premier point d'ancrage pour parler de Podemos chez nous après. Donc je vais laisser de côté un petit peu la crise économique, laisser un petit peu de côté les indignés, laisser un petit peu de côté la corruption, pour y revenir, c'est très important. Je ne parlerai peut-être pas du problème catalan non plus pour l'instant, pour revenir sur l'actualité de l'Espagne, mais je vais me concentrer sur ce dont on parle le moins quand on parle de Podemos. J'ai présenté mon livre à Podemos il y a quelques semaines à Barcelone, en compagnie de Juan Carlos Villarejo, qui est un ancien député européen de Podemos. Podemos a fait irruption sur la scène politique aux élections européennes de 2014. Ils avaient un très vieux procureur qui était présent sur leur liste, qui ne pensait jamais être élu, qui l'a été, mais qui a démissionné très vite en raison de son âge, mais qui est un fin connaisseur de Podemos, mais il y a même des choses qu'il ne connaissait pas, qu'il a appris dans mon livre, donc j'étais quand même assez content. Donc j'ai plutôt parlé de ces choses-là dont on parle peu, mais qui sont très importantes, parce que s'il n'y avait pas eu cette réflexion donc préalable au mouvement des indignés, depuis une dizaine d'années, ils n'auraient pas pu raccrocher le wagon du mouvement des indignés à leur initiative politique qui va s'appeler Podemos. Parce qu'il y a eu des initiatives politiques nées du mouvement des indignés. Il était né un parti qui avait présenté des candidats aussi aux élections européennes, un Partido X, un parti X, justement, dans cet esprit de culture horizontale, d'horizontalité, et pas de hiérarchie. Podemos est une organisation hiérarchisée, en fait. C'est ça que je veux dire aussi. Alors sans être critique, certains diront stalinien, c'est pas tout à fait le cas, mais il y a une hiérarchie. Il y avait ce parti X, lui il voulait pas de hiérarchie, c'est pour ça que ça s'appelait X. On ne connaissait pas les porte-paroles,
Les conférences de presse étaient complètement anonymes. Et c'est au dernier moment qu'ils ont trouvé une figure médiatique qui était Hervé Falciani, qui est ce lanceur d'alerte, comme on dit aujourd'hui, qui avait dénoncé donc le détournement de fonds de la USB en Suisse. C'est ce Français qui avait été candidat en Espagne. Il a fait un score très, très réduit aux élections européennes. Moins de 1,5%. Ils n'ont pas eu de députés. C'est Pablo Iglesias qui a été élu député européen. Il y avait quatre autres personnes donc sur la liste Podemos. Premier peut-être point de comparaison avec nous, si on veut percer en politique les élections européennes, c'est une bonne occasion finalement dans tous les pays pour des petites listes de se montrer. Pablo Iglesias était connu, c'était déjà un personnage médiatique. Il s'était fait connaître à la télévision. C'est quelqu'un qui a pris des cours de théâtre. C'est quelqu'un donc qui a travaillé son irruption sur la scène politique. Pour pas faire compliqué, quand on regarde les titres des thèses universitaires donc faites par Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, c'est ce jeune homme qui a une tête de poupon, un petit peu des lunettes, qui est blond, c'est le plus jeune, donc c'est le numéro 2 de Podemos. Juan Carlos Monedero, qui était un petit peu plus âgé, s'est retiré à la veille du 1er mai, date symbolique 2015. Il a dit « moi j'irai pas aux élections ». Je vais garder un petit peu peut-être ma pureté politique, je ne sais pas, ou ma distance, c'est ce qui a été dit officiellement, mais lui, il n'a pas voulu se compromettre avec le jeu institutionnel. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de débats à Podemos, le débat entre la culture horizontale et la nécessité d'une organisation. Alors, à la gauche, on dit la forme parti, on disait ça au Parti communiste encore autrefois. C'est une discussion qui existe. On pourra en discuter. Jorge Lago, qui est le correspondant de Podemos un petit peu avec le monde francophone, parce que c'est le francophone de Podemos, il en parle beaucoup. Ils ont un gros problème existentiel depuis leur congrès fondateur. Il y a les élections européennes en juin 2014. En décembre 2014, le parti est créé après les élections. Enfin, les statuts sont complets, sont déposés après les élections. Il y a cette dichotomie entre culture horizontale, héritée des indignés, et celle d'un parti plus hiérarchisé. Donc, j'en viens au sujet de thèse. Pablo Iglesias, il a fait une thèse sur l'échec du mouvement altermondialiste. L'échec, entendons-nous bien, sur le plan en matière de traduction politique du mouvement altermondialiste. Monedero avait fait une thèse sur l'échec de la RDA de 89, et le jeune Íñigo Errejón a fait une thèse sur l'accès au pouvoir du parti du président bolivarien, dont j'ai oublié le nom, qui a conquis le pouvoir en 2004. Donc, par leur sujet, par leur centre d'études, ce qui les intéresse, c'est bien de comment faire quand on est marxiste, que son idéal c'est la société autorégulée, comment est-ce qu'on fait pour imposer ses idées dans un monde devenu ultra-capitaliste et individualiste. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se mettre sur un champ culturel, ce qu'on appelle le champ du combat culturel. Alors, il y a certains vieux communistes ici à qui ça rappellera peut-être des choses, parce que ça, le combat culturel, c'est quelque chose qui a été théorisé dès les années 20-30 par l'italien Gramsci, qui était le grand dirigeant du Parti communiste italien, qui a donné naissance donc à ce grand parti communiste italien qui était très fort jusqu'au milieu des années 70. Donc l'important, c'est de combattre sur le terrain culturel. Ils en veulent pour preuve la victoire peut-être de Wałęsa en Pologne, ou celle d'Allende en Amérique latine, ou les échecs relatifs dans un premier temps de ces deux personnes-là. Il ne suffit pas de gagner les élections. Si vous voulez garder le pouvoir, et Allende n'a pas pu le garder en Amérique latine, il faut avoir conquis le sens commun, c'est-à-dire l'imaginaire politique de tout un peuple. Il ne s'agit pas d'avoir fait 50,1% des voix, il faut avoir une solide assise dans l'opinion, et avoir l'opinion publique avec soi, et la vision politique des choses avec soi. Ce qui bien sûr, va détourner des marxistes traditionnels qui vont dire non, des gens de lutte ouvrière chez nous, ou du Parti communiste espagnol en Espagne, ou de Izquierda Unida, gauche unie, qui est le parti qui fédère la gauche de la gauche en Espagne, parce que donc, au moment de la transition démocratique espagnole, quand la démocratie revient, il y a deux partis et un parti de gauche qui profite de la démocratisation, c'est le Parti socialiste. Les partis communistes est légalisé, mais ils vont pas conquérir le pouvoir. Donc, cette gauche-là, elle se sent orpheline depuis cette époque-là.
à Podemos, il y a tous ces gens qui sont orphelins, des gens qui ont le plus résisté au franquisme, parce que la résistance elle était communiste, celle du Parti communiste en Espagne pendant la période franquiste. Ces gens-là qui ont le plus résisté au franquisme se sont retrouvés un petit peu exclus du système. Donc Pablo Iglesias se présente comme héritier aussi de ces gens-là qui ont été un petit peu, voilà, qui ont été privés de gouvernement, privés de participation, privés de scène, privés d'action par le bipartisme, ce qu'ils appellent le bipartisme, le jeu entre deux grands partis politiques, ce qui peut nous dire quelque chose aussi, mais bien sûr dans un contexte tout à fait différent. Mais donc c'est important de savoir, voilà, que dans cette Espagne-là, la trame, autant chez nous, je parlais de la résistance tout à l'heure et de 44, parce qu'effectivement, ce qui légitime le jeu politique actuel, c'est le rôle de nos aïeux politiques dans la résistance. Hein. Bon, en Espagne, c'est ce qui se passe pendant la transition et dans la lutte contre le franquisme. Bon. C'est important, sachant que les vainqueurs sont toujours restés aussi là, présents dans le jeu politique, qui n'ont jamais voulu totalement abandonner le pouvoir. C'est le Parti populaire qui est à droite. Donc il y a une volonté, comment redonner des couleurs à cette gauche de la gauche que l'histoire a traitée de manière très injuste pour eux. Oui, j'essaie d'être historien, de présenter les choses comme ça. Je suis historien. Donc l'idée, Gramsci, la théorie, champ culturel, mais du Gramsci remis à jour. C'est le gros du travail du jeune Íñigo Errejón, qui fait une thèse donc, sur la venue au pouvoir du parti qui s'appelle le MAS en Bolivie, qui s'appuie sur d'autres idées, d'autres thèses. Donc c'est marrant parce qu'on commence un peu à en parler aujourd'hui en France, c'est celle de Chantal Mouffe. On commence à refaire parler d'elle, mais j'en parle beaucoup moi dans le livre, j'ai lu tout ce qu'elle a écrit en espagnol, qui était la compagne à la ville et au travail aussi d'un philosophe du politique qui s'appelait Ernesto Laclau, un Argentin qui a essayé qui a fait l'aggiornamiento, qui a mis remis au goût du jour l'idée du combat culturel. Le combat dans le champ culturel, donc pour gagner le combat du sens commun, en Argentine, à partir de la fin des années 60, début des années 70. Qu'est-ce qu'il ajoute donc Laclau par rapport à la rupture de Gramsci, par rapport à la lecture marxiste habituelle, hein, exploitant, exploité. Gramsci dit au début du XXe siècle, il faut aussi gagner la bataille des idées, la bataille culturelle, sinon on est éliminé au premier coup d'État permis. Que dit Laclau? Aujourd'hui, après 150 ans de démocratie bourgeoise, il faut jouer le jeu des institutions. Première chose qui va peut-être déplaire à certains, mais c'est ce que disent les gens de Podemos, c'est le parti qu'ils ont pris. Les gens de Podemos sont des gens qui veulent le pouvoir, qui veulent habiter les institutions, conquérir les institutions. Et donc leur objectif, il y a 2 ans, c'était les élections de décembre dernier. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus facile à prévoir qu'un livre qui pourrait marcher sur Podemos, parce qu'un an avant, je savais que quelque chose allait se passer en Espagne. Pour un éditeur, c'est intéressant de savoir. Je l'ai convaincu après la première grande manifestation de Podemos. J'ai déposé mon projet, mon synopsis, j'ai pas trop de nouvelles. Puis quand la première grande manif de Podemos s'est passée à la télé en janvier 2015, comme par hasard, j'ai eu un mail le lendemain que ça pouvait marcher. Donc c'est bien, j'étais en Espagne, j'ai pu ramener plein de documentation pour me mettre au travail. Donc ce Laclau dit voilà, on fait avec la démocratie. Voilà, il y a un cadre institutionnel. On est des marxistes, on est révolutionnaires. Notre idéal, c'est la société autorégulée. Donc, on va engager ce qu'on appelle un processus constituant, mais qui a besoin d'un fer de lance. Et ce fer de lance, on le trouve à la mode de l'Amérique latine. C'est la figure du leader charismatique. D'où le fait que Pablo Iglesias travaille cette figure du leader et accepte. Comment est-ce qu'il travaille cette figure du leader? C'est en montant une émission de télévision, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est facile d'écrire sur Podemos parce qu'ils sont très transparents. Pablo Iglesias, sa réflexion, elle apparaît dans des documents que je référence dans le livre, et elle apparaît sur YouTube. Si vous tapez la tuerca, l'écrou, ça peut dire le tour de vis aussi, hein, c'est une expression qui veut dire ça aussi. Il fait sur YouTube, et ça c'est intéressant pour la mémoire par exemple de communistes, il dit clairement dans une interview donnée à la New Left Review à l'été dernier, il dit moi j'ai voulu faire une université populaire, mais je l'ai fait sur internet, je l'ai fait avec les outils dont les gens se servent aujourd'hui. L'école, c'est l'école du parti, c'est l'école des cadres du parti. D'un parti virtuel qui n'existe pas encore, on est avant le mouvement des indignés. Je suis historien, donc je fais une chronologie. Pablo Iglesias, il crée son émission La Tuerca en 2010.
2 ans, 1 an avant 2011, le mouvement des indignés. Donc, il veut faire quelque chose, il ne sait pas quoi, c'est pas du tout ce que ça ira. C'est le côté empirique, hein, parce qu'on se moque d'eux, on les critique, c'est des pieds nickelés, c'est ceci, cela. Ils avancent au fur et à mesure et ils construisent leur machine au fur et à mesure qu'ils avancent, tout en étant recevant des bombardements de leurs adversaires. Donc c'est les coups sous le coup de leurs adversaires. Donc on fait avec les institutions et il faut donc un leader. Donc un leader, alors qui n'est pas un leader charismatique, c'est un leader qui doit agréger les différentes demandes, celles dont on pourrait parler aussi un petit peu tout à l'heure. Comment on fait pour agréger tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un populisme. Le mot est revendiqué. Moi, le titre original, c'était pas Podemos pour une autre Europe, c'est mon éditeur qui a voulu que je l'appelle comme ça, parce qu'il voulait vendre des livres, donc il ne voulait pas faire peur. Ça s'appelait un populisme de gauche, point d'interrogation. Et c'est donc l'expression est assumée, populisme de gauche, par Chantal Mouffe, par Inigo Errejón, qui est son élève. Hein. Moi, j'ai assisté à une conférence à Madrid l'été dernier, des deux. Donc le but c'est de radicaliser la démocratie, et c'est un populisme qui est donc un populisme revendicatif qui est connecté avec le mouvement social, qui est donc lié au mouvement social, qui est donc articulé avec le mouvement social, qui n'a donc rien à voir avec le populisme de droite, qui va être un populisme identitaire. Alors c'est vrai que Pablo Iglesias c'est quelqu'un qui est très honnête, qui va dire, parce que les journalistes l'embêtent, hein, disent alors vous êtes Le Pen espagnol, c'est le populisme, c'est le peuple contre les élites, parce que c'est ce qui fait la différence aussi avec Mélenchon ou avec Izquierda Unida. On va garder avec l'héritier du parti communiste, on fait un parti tout neuf. Donc on ne dit pas qu'on est à gauche ou qu'on fait l'alliance à gauche. Donc c'est le peuple contre les élites, c'est du populisme. Bon, c'est un populisme revendicatif. On imagine mal chez nous la jeune Marion Maréchal Le Pen faisant les sorties d'usine, les piquets de grève. Donc voilà, c'est quand même pas la même chose. Mais donc on va leur chercher des poux dans la tête. Et c'est vrai que Pablo Iglesias, dans une interview à un journal américain, dit c'est vrai qu'on est peut-être l'expression d'une même insatisfaction et d'un même vide démocratique. Parce que dans cette Espagne qui souffre, il y a aussi l'idée que la démocratie se vide un petit peu de son sens. Nous, on est marqué par le référendum de 2005, qui a permis aux Français de dire non, au cours duquel les Français ont dit non. On leur dit non, mais c'est oui, en fait, ce que vous avez dit, c'était pas non. Les Espagnols sont marqués par le fait qu'on ait introduit aussi la règle d'or, vous savez, l'interdiction des 3% de déficit, en une nuit au Parlement. Alors que justement on leur avait dit pendant des années que leur constitution elle était difficile à changer, c'était le fruit d'un compromis historique, issu de la transition démocratique, que c'était ça ou la guerre civile à nouveau, puis bon, d'un seul coup, un texte auquel on n'avait jamais touché, ou 2 fois, simplement l'une pour l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN, un combat qui avait traumatisé le jeune Pablo Iglesias, qui raconte que sa première manif avec son père, c'est intéressant, Pablo Iglesias, il porte le nom du Jean Jaurès espagnol aussi. Pablo Iglesias, c'est le nom du fondateur du Parti socialiste ouvrier espagnol en 1878. Donc il y a des explications aussi, j'aime bien donner un petit peu de profondeur comme ça, un petit peu psychanalytique parfois. Donc il est d'une famille de militants en fait. Ses parents se sont reconnus sur la tombe de Pablo Iglesias, c'est pas une blague. Et donc il a été très tôt dans les manifs de gauche avec papa. Il raconte qu'une de ses premières, c'est une manifestation contre le maintien de l'Espagne dans l'OTAN, que les socialistes espagnols avaient promis et une promesse qu'ils n'ont pas tenue en arrivant au pouvoir en 82. Donc pour mettre ça à part, donc Pablo Iglesias est un vrai militant toujours. Hein, c'est pas le type qui s'est dit je suis un gentil indigné parce qu'il a fait une interview comme ça dans le Nouvel Observateur au printemps dernier. Mon œil, je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose, donc je me suis mis à faire quelque chose. Non, Pablo Iglesias c'est quelqu'un qui pense le matin en se rasant, pas uniquement le matin en se rasant quoi. Bon, mais pourquoi pas. C'est quelqu'un d'ambitieux qui a une volonté d'y arriver. Donc, ce populisme à la Laclos, donc il théorise donc le besoin d'un leader qui agrège les demandes, comme ça s'est fait en Amérique latine, avec donc des leaders qui ont conquis le pouvoir comme ça en collectivisant les revendications sociales. Avec donc des phénomènes tout à fait intéressants, parce que finalement c'est qui les électeurs de Podemos, donc c'est beaucoup de monde.
c'est des déçus d'Izquierda Unida, du parti communiste, de l'héritier du parti communiste espagnol. Enfin, le parti communiste espagnol existe toujours, c'est une composante pardon, de cette Izquierda Unida. Dans ce parti communiste espagnol, il y a une grande figure aujourd'hui qui est Alberto Garzón, qui est un jeune économiste, très brillant. J'ai cru pendant longtemps que ce serait lui, le Pablo Iglesias espagnol, quand je suivais la situation. C'est lui qui a dit à Draghi, quand il est venu dans une commission à huis clos du Congrès espagnol, on devrait vous juger pour haute trahison avec ces politiques d'austérité par rapport aux principes, aux valeurs européennes. Le truc avait été filmé avec un téléphone portable, ça avait été diffusé, il y a eu un grand succès sur Internet, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime, qui est un ami de Pablo Iglesias, mais lui a choisi de rester dans l'Izquierda Unida, Pablo Iglesias a choisi d'en partir. Pablo Iglesias, en fait, est un déçu d'Izquierda Unida. Il aurait voulu qu'il y ait des primaires qui soient faites par Izquierda Unida, très ouvertes, auxquelles il aurait pu se présenter, proposer sa stratégie donc d'opposition du peuple contre les élites, et pas se placer dans un schéma gauche-droite, parce qu'il dit, si on se pose dans un schéma gauche-droite, on va être renvoyé dans nos cordes traditionnelles de gauchistes, de perturbateurs. Ce qu'il faut, c'est s'appuyer sur le mouvement social. Et donc le mouvement des indignés, ce qu'il a pu révéler de cohérence dans notre société. Alors c'est ça qui est intéressant, qu'un mouvement de mobilisation, par contre, révèle l'état d'esprit d'une société. À mon avis, c'est ça qui est intéressant dans Nuit debout, on pourra en reparler, c'est que ça révèle quelque chose. Peu importe le résultat final, il y a un truc qui se passe, il y a un changement culturel, justement, qui montre qu'il y a un truc qui ne passe plus, il y a un message qui ne passe plus, ou une manière de faire la politique qui ne passe plus. Donc, fort de l'exemple latino-américain, et de ces deux grands théoriciens qui sont Gramsci et puis Ernest Laclau et son épouse Chantal Mouffe, qui commence donc à publier ses journaux en français, ses livres en français, parce qu'elle se rend compte qu'elle a des choses à dire sur la scène politique française aussi. C'est marrant parce que c'est des gens qui ont travaillé dans le noir, dans l'obscurité pendant 30 ans, et qui aujourd'hui comme ça se retrouvent au devant de la scène. Donc ça ne doit pas faire, ça doit donner de l'espoir. Fort de ce bagage idéologique, ce bagage théorique, c'est pas n'importe qui, ce sont des analystes. Je pense que Pablo Iglesias est un des meilleurs analystes politiques de son pays. Quand on l'écoute dans son émission, donc La Tuerca, on entend quelqu'un de très attentif, qui invite ses ennemis, ses adversaires politiques. Il y a une phrase que je mets dans mon livre qui est intéressante, qui dit en politique, on apprend, c'est presque du Machiavel, on apprend toujours beaucoup plus de ses ennemis que de ses amis. Voilà, il faut accepter d'aller au combat puis de bien cerner l'adversaire. Fort de cette expérience, donc, il y a le printemps des indignés qui arrive en 2011. Et eux se disent, c'est pas possible parce qu'il se passe deux choses en 2011, toujours, que j'ai mis dans la chronologie. Il y a bien sûr le printemps des indignés à partir du début mai. Moi, c'est là que j'ai commencé à collecter en fait les informations. J'ai ouvert ma page Facebook à ce moment-là. J'allais à la Bastille, à Paris, voir ce qui se passait. J'ai commencé à amasser la presse espagnole, française. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, on va faire un bouquin, ça peut être utile. Il y a ce mouvement des indignés, donc qui rencontre l'avis favorable de 80% de la population espagnole à peu près. Donc pas que des gens de gauche. Et Pablo Iglesias dira quand il aura à parler de ce qui se passe en Grèce avec Syriza. Pablo Iglesias, c'est quelqu'un qui dit, en parlant de Syriza en Grèce, Syriza a gagné les élections, les gens ont voté Syriza, pas parce qu'ils sont de gauche, mais parce que Syriza, pas que parce qu'ils sont de gauche, parce que Syriza disait quelque chose qui est entièrement partagé par les autres. Une très grande proximité avec Syriza. Donc on pourra parler de la Grèce, de Tsipras, de la déception, de la relation avec la Grèce. J'ai un chapitre qui s'appelle « Une Syriza espagnole », point d'interrogation, parce que c'est important pour eux, parce que c'était prendre modèle sur Syriza, c'était aussi une manière de se dédouaner des accusations de caudillisme sud-américain, de Supo, de Fidel Castro ou de Chavez au Venezuela. Donc voilà, c'est important, ça les réeuropéanisait, et comme le disait un journaliste espagnol qui est très proche d'eux. Donc, constat, on a 80% de l'opinion, et puis qu'est-ce qui se passe pourtant quelques mois après le mouvement des indignés, en novembre 2011, mai 2011, ça fera 5 ans, je mettrai, pour ceux qui m'auront rejoint sur Facebook début mai, les vidéos que j'avais tournées à l'époque, que je n'ai jamais mises en ligne, donc on pourra les voir, du premier printemps des indignés à Paris.
On pourra parler de la médiatisation. À l'époque, c'était pas médiatisé. Je me demande pourquoi c'est autant médiatisé aujourd'hui. C'est peut-être pas la même chose. C'est peut-être des explications. On en discutera ensemble. En tout cas, en novembre 2011, donc 5 mois après le début des Indignés, c'est la droite qui gagne les élections en Espagne. Et là, les gars de Podemos disent c'est pas possible. Enfin, les gens du campus de Somosaguas, ces universitaires, étudiants universitaires se disent ça n'est pas possible. Un grand mouvement social comme ça, bon, urbain, mais sur toutes les places d'Espagne, à Nuit debout, donc avant, bien sûr, 5 ans avant que ça commence, et traduction politique, c'est la droite qui gagne. Donc, c'est que dans l'offre politique, il y a quelque chose qui ne répond plus. Et décision est prise de faire quelque chose. Alors dans la marge d'un petit parti qui était lié un petit peu dans les dirigeants historiques. On fait des stages à la LCR en France qui s'appelle Izquierda Anticapitalista. Et il y a des gens d'Izquierda Anticapitalista qui ont intégré l'appareil de Podemos. Par exemple, la leader de Podemos en Andalousie, Rodriguez, elle est dans Izquierda Anticapitalista, c'est elle qui avait fait inscrire la sortie de l'OTAN. Ils avaient la nationalisation aussi des secteurs clés de l'économie dans le programme des Européennes de 2014. Ça, c'est notre ami Carlos Villarejo, qui lui est un ancien communiste, qui est aujourd'hui fédéraliste catalan. Ça se complique. Donc cette décision est prise à l'été 2013, ça dure un petit peu, de se présenter aux élections européennes et de lancer un nouveau parti, donc au départ avec une pétition. Et puis ils se disent s'il y a 50 000 signatures, on part, on y va, s'il y a moins, on fait rien. Et donc il y a beaucoup plus que 50 000 signatures. Et donc, les statuts de Podemos sont déposés par 3 personnes, Pablo Iglesias, Carolina Bescanza et Luis Alegre, qui lui est resté en marge après, de faire dans la perspective des élections européennes et de faire une liste. Et donc, quel est le parti qui est pris? Donc, aucune alliance électorale. Donc, je dis moi, Pablo Iglesias, c'est l'anti-Mélenchon. C'est-à-dire, théoriquement, tout va bien entre deux. Mélenchon a publié son bouquin, là, Le Hareng de Bismarck. C'est Pablo Iglesias qui a fait la préface dans l'édition espagnole. Tout va bien, tout va bien. Mais ils font quand même le contraire. Et puis quand on discute un petit peu avec eux, ils vous disent en off, oui, bon, on les trouve pas très, on trouve pas très hardis en France. Et il faut pas dire qu'on part de la gauche. On dit qu'il faut dire qu'on part du peuple. Donc plus de drapeau rouge, plus d'international, donc là ça peut défriser déjà un certain nombre de personnes dans la salle. Même pas de drapeau républicain espagnol sur la scène. Dans la salle, oui, encore, mais on ne va pas se battre. Parce que si vous faites ça, vous êtes renvoyé, gaucho, machin truc, vous êtes renvoyé à votre marginalité, dit Pablo Iglesias. Et il dit ça, je veux pas. Pablo Iglesias, il dit, je veux pas faire... On peut en discuter après. Il dit, je ne veux pas faire 15%, je ne veux pas faire 20%, je veux être le premier. Je veux arriver en tête. Donc, je joue sur le sens commun. Et c'est quoi le sens commun? C'est la démocratie, c'est le mot qu'on a utilisé. C'est la protection sociale. Et c'est le mot qu'ils utilisent aussi, celui de souveraineté, dont on parle aussi beaucoup. Alors, la souveraineté, moi j'appelle ça dans le livre, c'est bien sûr une souveraineté sans drapeau, c'est pas la souveraineté de Villiers, peut-être même pas celle de Chevènement, c'est une souveraineté, c'est la souveraineté des gens. Donc l'idéal étant cette démocratie autorégulée que tout marxiste va rechercher, que toute personne de la gauche radicale va chercher, internationaliste, donc voilà, anti-étatiste. Mais il y a des émissions justement de Pablo Iglesias sur la Turca où on dit est-ce qu'on joue avec l'État ou pas? Il y a un sociologue qui est très proche d'eux qui a publié un livre, je pourrais vous retrouver son nom, qui se dit comment est-ce qu'on peut faire à partir, il constate lui qu'il y a beaucoup de mobilisation sur Internet, comment est-ce qu'on peut à partir de mouvements de mobilisation construire quelque chose de plus sérieux. Donc ils sont en pleine réaction, en pleine réflexion comme ça. Et là mon boulot moi en ce moment c'est un petit peu justement de voir comme il y a de la critique en interne aussi contre cette tête dirigeante, parce qu'aujourd'hui qui dirige Podemos c'est les mêmes qui ont eu l'idée il y a 5 ans. Donc c'est pas la base qui commande. Hein, Podemos est organisé en cercles territoriaux et thématiques.
Mais il y a, comme dans tout parti qui fait le jeu des institutions, il y a un comité, ça ne s'appelle pas comité directeur, mais il y a un conseil national de 10 membres qui prend les décisions essentielles en matière de financement, de logistique. Quand vous avez le calendrier et puis la logistique dans vos mains, bah, les autres n'ont qu'à se plier à vos suppliques. Mais bon, cela dit, il y a une vraie démocratie interne. Il y a le recours à l'Internet via un site qui s'appelle Plaza Podemos, qui est très intéressant, où n'importe qui peut mettre une proposition. Pareil, les gens cliquent. S'il y a un certain nombre de clics, on est obligé d'en discuter et de l'inscrire au programme via des commissions de médiation. Alors, peut-être eu des gens qui étaient à attaque ici. Enfin, c'est des choses compliquées. Ça peut se perdre aussi dans des comités d'experts, ce genre de choses. Mais il y a des tentatives. Voilà, il y a vraiment des tentatives pour faire émerger quelque chose. Et vous avez entendu parler d'une dispute à la tête de Podemos, de l'exclusion d'un numéro 3 de Podemos. C'est autour de ça. Ce gars-là, il a servi un petit peu de fusible parce qu'effectivement, quand vous écoutiez un petit peu les gens des cercles Podemos en off, quoi. Moi j'étais à l'université d'été de Podemos, pardon, à Madrid en mois d'août, vous entendiez des échos, voilà, comme quoi il y avait eu des parachutages, comme ça se fait dans tous les partis politiques, et voilà, des petites choses pas très sympas qui venaient de Madrid, avec des gens en province qui sont pas très contents. Donc, il y a un monsieur handicapé aussi qui a rejoint Podemos, qui s'appelle Pablo Echenique, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, pour ceux qui suivent un petit peu, qui est maintenant en charge de l'organisation du parti et qui a produit déjà un document très intéressant, je conseille. Je vais en faire un article, je pense, pour le site Mémoire des luttes. J'ai fait une vidéo pour ce site-là, du reste, où j'explique aussi le bouquin, vous pourriez la diffuser, ça s'appelle Au cœur de l'énigme Podemos, donc vous regarderez sur Mémoire des luttes avec Christophe Ventura, qui est un spécialiste de l'Amérique latine et qui donc un des responsables de ce site fondé par Ignacio Ramonet. Ils m'ont donné un petit peu de parole, c'est gentil à eux, la parole. Il a produit un grand document sur l'organisation, sur comment organiser un mouvement vraiment représentatif des gens. On est dans les mêmes problématiques, hein. On en reparlera tout à l'heure de ce qui peut se passer, des questions qu'on peut se poser chez nous. Donc le pari est pris. Et donc il y a 5 députés qui sont élus. En Espagne, l'élection maire, bien sûr, ce sont les élections législatives. Donc c'est vrai que l'objectif de Podemos, ce n'était pas simplement l'émergence au niveau européen, c'était la conquête du pouvoir en Espagne. Chez nous, c'est la présidentielle, là-bas, c'est les législatives. Donc qui ont lieu au mois de décembre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Podemos peut encore penser arriver premier dans le jeu politique, puisque le 2 mai, d'ici la semaine prochaine, on va savoir s'il y a de nouvelles élections ou pas. Parce qu'il y a eu, c'est la Constitution espagnole qui le dit, il y a eu un premier vote pour investir un Premier ministre qui a échoué. Donc c'est écrit dans la Constitution, si au bout de 2 mois après ce premier vote, il n'y a pas de Premier ministre élu, automatiquement on réorganise de nouvelles élections. Donc il faut qu'elles aient lieu avant l'été, elles auront lieu le 26 juin. Donc on va reparler probablement de Podemos dans l'actualité. Et là, s'il y a alliance avec Izquierda Unida, parce que Pablo Iglesias est quand même renvoyé au jeu gauche-droite, quand bien même il ne le voulait pas. C'est intéressant dans ses déclarations, parce qu'il commence à dire la gauche. Il y a 3 semaines, j'ai entendu ça. Donc, même si on ne veut pas, et c'était une petite anecdote, comme ils jouaient le peuple contre les élites, on ne savait pas où les asseoir dans l'Assemblée. Comme ils sont entrés à l'Assemblée, l'Assemblée nationale, le Congrès des députés. Il y a eu toute une polémique. Et les autres se sont dit, ah bon, vous êtes ni de gauche ni de droite, on va vous mettre tout en haut. Alors ils n'étaient pas contents. Alors ils ont renégocié quand même, ils se sont mis au centre, entre la gauche et la droite. Mais c'est symbolique, mais c'était intéressant, voilà, quand on ne veut pas, on ne sait pas se situer soi-même, les autres vont vous situer, et vous êtes obligé de choisir votre camp. Donc, on peut discuter à terme de ce combat qu'on appellerait des souverainistes ou des souverainistes des 2 rives, on pourrait dire chez nous, l'expérience Podemos montre que c'est quand même à gauche que les choses se passent, visiblement. Qu'il peut se passer quelque chose. Donc il y a cette victoire, et donc j'ai encore 5 minutes, je pourrais encore parler de bien d'autres choses. Peut-être tu parlais des électeurs tout à l'heure de Podemos. Donc à Podemos, qui est-ce qu'on va trouver? Donc on va trouver des gens, des modestes indignés, des gens qui effectivement ne faisaient pas de politique,
qui vont se retrouver députés aujourd'hui. Moi j'étais à Barcelone il y a un mois, à une conférence d'une jeune députée de Podemos, qui avait la culture politique, je sais pas, d'une élève de terminale chez nous, qui vient d'être élue députée de Podemos, parce que là-bas le scrutin est, parce qu'ils se plaignent quand même, on est en monarchie, tout ça, mais ils ont un scrutin provincial proportionnel quand même. Et il y a des débats à l'Assemblée pour choisir le gouvernement. C'est pas le président qui décide tout seul, c'est pas le chef de l'État. C'est quand même une démocratie qui est vivace. Un petit nouveau parti a pu entrer au congrès des députés. Et donc cette jeune femme qui a 20 ans, expliquait, ben voilà, comme moi j'étais prof, comme je pouvais expliquer à mes élèves, ben voilà, dans une assemblée, les députés ne sont pas toujours en séance, ils travaillent dans des commissions. C'est dingue. Ils découvrent vraiment la politique. Il y a un vrai renouvellement. Et c'est ce que disait Jorge Lagos il y a quelques mois, c'est que au moins, peut-être qu'on va se planter, peut-être qu'on va être éliminé, peut-être qu'ils nous auront, peut-être que le système va nous manger. Au moins, on aura réussi ça, la déprofessionnalisation du monde politique. Donc, qui a sauté aux yeux de tout le monde quand on a vu les résultats des élections municipales et des élections régionales au printemps dernier. Avec donc la maire de Barcelone, Ada Colau, mais qui est quand même une vieille militante, qui a connu Pablo Iglesias dans les mouvements intermondialistes au début des années 2000, mais qui, elle, a eu son heure de gloire dès 2009 en fondant une association de lutte contre les expulsions, Plataforma de Afectados por las Hipotecas, voilà, qui se mettait vraiment physiquement, c'est une femme qui a du courage physique, physiquement se mettait face aux flics pour éviter les expulsions. Donc ça, c'est des gens, c'est une dame, une femme admirable qui a été reçue au Congrès des députés, puis qui elle aussi a dit au ministre qui était là, mais c'est vous qui devriez être en prison pour. Donc ça a marqué les gens, et donc ça fait des figures très, très charismatiques. Donc voilà, on en est là, l'histoire est en train de se faire. Donc il y a dans les militants, dans les électeurs de Podemos, il y a ces indignés, qui, avec carrière ou pas de militants politiques, il y a les militants d'Izquierda Unida, parce que sous Podemos a quand même aspiré à une bonne partie, beaucoup de militants d'Izquierda Unida quand même. Dans les fêtes, justement, il faut quand même des militants, il faut des gens pour coller les affiches, il faut des gens qui ont la culture de l'organisation. C'est encore chez les communistes que ça se fait le mieux, dans les banlieues industrielles de Madrid et des autres villes. Il y a les gens qui rêvent donc d'Amérique latine, d'une redéfinition d'un État qui soit l'État des gens, avec des admirateurs du péronisme aussi, de Laclos. Il y a des catholiques à Podemos, ça aussi Mélenchon ne peut pas comprendre ça. Il y a un cercle de spiritualité progressiste à Podemos, qui s'inspire aussi, mais là aussi du modèle latino-américain. Et de Hugo Chavez, je peux vous renvoyer une interview c'est pour ça que je suis allé voir Ignacio Ramonet, une biographie, des entretiens d'Hugo Chavez avec Ignacio Ramonet qui sont parus l'été dernier, qui ont été traduits en français l'été dernier, dans lequel Chavez rappelle que pour lui, le Christ est le plus grand des socialistes. Et tu as un chapitre entier sur le pape. Qui s'appelle Le temps des franciscains, quand Pablo Iglesias reçoit un journaliste de La Vanguardia, le directeur de La Vanguardia, qui est donc un ennemi politique, parce que La Vanguardia, c'est la droite bourgeoise catalane. Ce journaliste lui dit, mais sans le pape François tu n'aurais jamais existé. Et donc il y a, parce que en fait dans le mouvement Podemos, il y a aussi des gens qui sont imprégnés de théologie du peuple. Donc c'est né de la théologie de la libération, c'est dans le sillage de Vatican II. C'est né justement en Argentine, à l'université, autour de la chaire de sociologie de l'université catholique de Buenos Aires. Et là il y a des gens donc qui ont intégré la notion de peuple aussi à la pastorale. Donc ce que fait Podemos, on inclut la thématique du peuple. Donc bien sûr, les objectifs sont bien sûr différents. Il y a la conquête du ciel pour les uns, les autres celle du pouvoir sur terre. Mais bon, il y a cette tradition d'action sociale qui est très importante de l'Église catholique, et donc il y a des paroisses comme il y en a chez nous, de banlieue, très à gauche, avec des curés engagés qui sont complètement là-dedans dans Podemos. Donc ça fait des gens très, très différents, très variés. Podemos, elle, est aussi la traduction d'un mouvement de fond de la société, d'une mobilisation, il sert un peu de force centrifuge pour amalgamer tous ces vastes mouvements sociaux, donc qui, à mon avis, font de lui un mouvement qui est vraiment d'avenir.
Moi, je veux simplement dire, parce que je pense que vous avez été très utile dans la compréhension de Podemos, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que tout a été dit de ce que moi j'ai ressenti. Mais ce qui m'a frappé, c'est que nous rencontrions des élus, des hommes, des femmes politiques, et contrairement à ce qui se passe chez nous, où on est en permanence obligé de se justifier, en quoi nous allons changer, en quoi nous avons changé, en quoi nous voulons changer. Là, ils n'avaient pas besoin de nous dire, c'était évident que ces hommes et ces femmes engagés étaient des hommes et des femmes qui étaient engagés sur un mode complètement nouveau, et avec une volonté, vous l'avez dit, de sortir la radicalité de sa marginalité, et qui finalement était immédiatement convaincante.